Salut, c'est Marc Harriman. C'est une joie de vous retrouver sur YouTube. Et je voudrais dire bonjour à Sophie Maupu, donc qui est Sophie Marceau. Bonjour à Cindy Daniel, Alessandra Martinez et à tous ceux qui suivent cette petite chaîne sociale qui n'a pas un énorme succès, mais qui a eu la chance, malgré tout, grâce à YouTube, on a été placé sur toutes les pages stars, pratiquement de tous les plus grands artistes du monde, que ce soit Guy Williams, Bill Bixby, Sophie Marceau, Cindy Daniel, Alessandra Martinez et tant d'autres. Et cette page de stars publiques nous a valu une certaine renommée puisqu'on a fait connaître notre compte à travers le monde entier. Donc merci YouTube. Mais soyons réalistes, la difficulté d'une petite chaîne, c'est de maintenir un peu son niveau. Et c'est très loin d'être facile. Ce n'est pas à cause de la concurrence, on n'a pas beaucoup de concurrence. Par exemple, pour la résurrection de Gérard Philippe, il y a zéro concurrence, puisque personne n'avait jamais réussi sur Terre à ramener Gérard Philippe à la vie devant une caméra et à le faire parler avec sa voix de 1959, quelques jours avant sa mort. Personne n'avait jamais fait ça. Vous me direz, il y a des sites de deepfake, je vous dirai ça existe, c'est vrai, mais ce n'est pas un masque 3D et ces sites ne proposent pas de parler avec la voix originale des gens. Ils n'ont pas cette technologie, d'ailleurs ils précisent qu'actuellement ils ne peuvent pas le faire. Donc vous voyez tout de même la différence, j'ai pris un peu d'avance sur la concurrence. Donc j'ai pas de concurrence de ce côté-là, c'est déjà pas si mal. La résurrection de Gérard Philippe, c'est un rêve presque d'enfance. Ce rêve a commencé en 1990. J'ai un objectif à cette époque-là, et je m'en souviens très bien parce que je jouais au tennis et je jouais pas trop mal. J'étais monté en 15-4 je crois, donc je jouais très très bien. J'étais pas classé, mais je battais des joueurs qui étaient classés 15. Donc c'est quand même un très bon niveau de tennis. Parce que quand vous jouez en 15, vous pouvez même jouer à Roland-Garros face à des champions. Et j'ai arrêté le tennis parce que physiquement c'était trop dur. Et donc à un moment donné on doit faire un choix dans la vie. Et puis aussi il y a l'âge qui fait qu'à un moment donné avec l'âge on n'est plus en mesure de pouvoir continuer parce que ça devient dangereux pour le cœur et la santé. On a vu malheureusement le décès de certains tennisman qui sont morts après des matchs, et oui, parce que les matchs sont très longs, 3 heures, 5 heures, et il y a toujours un danger, il est très grave. Et certains de nos champions français tiennent parce que justement, ils ont l'expérience de savoir se reposer et arrivent à récupérer assez vite. Mais il y a toujours un risque, il n'y a personne qui peut échapper à ce risque. Je suis Marc Harriman, le roi français du deepfake, à partir de masques de 3 dimensions. Dans quelques heures, je ramène Sophie Marceau à la vie à l'âge de 14 ans. C'est une vidéo que je vais proposer sur YouTube. Je donne quelques heures parce que je suis en cours de test et je ne voudrais pas vous dire des bêtises. En principe, d'ici demain, ça devrait se faire. Ou peut-être les jours suivants parce que ça dépend les tests si ça se passe bien ou mal. Donc apparaître en étant Sophie Maupu, âgée de 14 ans, ça c'est aussi un vieux rêve que j'avais, un rêve qui remonte à plusieurs années, puisque j'en avais parlé à Sophie. J'avais dit, il y a 5 ans de cela, que j'allais réaliser ce rêve, de ramener la petite fille de la Boum à la vie d'une façon éternelle, parce que je vous parle d'une vie éternelle avec sa voix originale de 1981, et oui, donc un clonage qui va être présenté, qui est inédit, et son visage exact de 1981. C'est un rêve vraiment d'être Sophie Maupu, et je crois que j'étais né pour cela, pour devenir elle. Si je devais devenir une fille, si par exemple je devais choisir d'être une fille dans la vie, puisque je suis un garçon, mais si je devais choisir d'être l'inverse, d'être une femme, on va dire une fille, plutôt une fillette. Je préférais être une fillette qu'une femme. Je crois que je choisirais Sophie Maupu, âgée de 14 ans, éternellement. Éternellement 14 ans parce que elle avait ce visage à 14 ans un tout petit peu différent du visage actuel et avait un petit côté magique de l'innocence qu'on perd au fur et à mesure. Sophie Marceau est différente aujourd'hui, elle a un beau visage mais elle a perdu ce petit côté de l'innocence. Je veux dire qu'à cette époque-là,
quand elle était jeune fille, elle était pleine de rêves, Sophie, et un petit peu étourdie, un petit peu abasourdie par sa réussite soudaine, et peut-être qu'elle avait quelque chose de supérieur à aujourd'hui. Même au niveau de sa voix, je trouve que sa voix était meilleure que celle actuelle, sans dire du mal de Sophie Marceau. Je trouve que sa voix à 14 ans était plus charismatique, plus douce, plus affinée. Enfin, c'est une vision personnelle. Je peux me tromper aussi. Peut-être que Sophie Marceau est très mal enregistrée, avec du très mauvais matériel, et peut-être que sa voix elle est beaucoup mieux que tout ce qu'on entend dans ses films. Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu que les mixeurs professionnels des films font de la très haute qualité. Vous savez, dans les films de cinéma, c'est beaucoup de la réverb, c'est beaucoup des tas de trafic sonore. Ici, je suis dans un son très naturel. Un simple micro, il n'y a rien, il n'y a même pas un égaliseur. C'est un perfectile anti, il n'y a même pas besoin d'égaliseur. Tout est intégré là-dedans, il n'y a aucun trucage, c'est hyper naturel, c'est ça que j'aime. C'est un son de proximité naturel, et ça, en 2025, il y a de moins en moins de micros qui proposent cela. Alors c'était cette petite vidéo sur YouTube pour remercier YouTube, parce que notre chaîne est sur toutes les pages stars de toutes les grandes vedettes, et la difficulté, ce sera de maintenir la chaîne, parce que Gérard Philippe a une petite baisse d'audience, on est tombé sur des vues de une vue, parfois même 2 vues, donc c'est comme ça. Vous savez, le succès, c'est quelque chose d'assez étrange. Vous avez 500 vues sur une vidéo de Jean-Claude Van Damme ou de Sophie Marceau, puis tout d'un coup, vous allez descendre à 2 vues. C'est bien aussi parce que ça remet les pieds sur terre, et puis surtout, le succès ne dure pas. Je veux dire que c'est quelque chose de très éphémère, le succès. Ça ne peut pas durer pour personne. Ni Claude François, ni les autres. Personne ne peut durer vraiment. Et on voit que certaines vidéos de Claude François qui avaient 700 000 vues, aujourd'hui ont 35-40 vues maximum. Et c'est des vidéos officielles podium qui n'ont aucun succès. Parce que, si vous voulez, on change de mode, on change d'époque, et on doit tenir compte des modes de la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque, les années 70, tout se termine. Et je trouve qu'il y a une sorte de sincérité des années 70-80. En ce moment, vous savez que sur la chanteuse Joël, on commence à savoir la vérité sur sa mort. Malgré qu'il y avait une autopsie, qu'elle n'était pas morte d'overdose de drogue, aujourd'hui ça commence à être contredit puisqu'il y a des gens qui parlent. Il y a un compositeur qui a révélé que le soir de sa mort, elle a pris de la drogue. C'était quelque chose d'assez fort, et donc ça l'a tuée. Et aussi, son musicien attitré a révélé que Jodassin lui avait donné de la drogue. Là, je ne suis pas d'accord, et ça a été heureusement contredit, que Jodassin passait pas son temps à donner de la drogue aux gens, surtout qu'il croisait peu les gens. Dans les tournées, il les croisait de temps en temps, donc c'était pas un vendeur de drogue. Et c'était très important de rétablir ça, parce que, vous savez, moi je ne prends pas de drogue, mais je sais que beaucoup d'artistes font des overdoses de drogue. Le pauvre Bruce Lee a été découvert avec du hashish dans le ventre, et malgré tout, il est mort des suites d'un œdème cérébral, mais quand même, il avait quand même une dose de drogue dans le ventre, parce qu'il en prenait, parce qu'il avait des douleurs cérébrales. Donc, tous les artistes sont mêlés à un moment donné à des histoires de drogue. Et on ne peut pas l'expliquer, presque tous meurent d'overdose de drogue. Même Claude François, qui a fait une overdose de drogue médicamenteuse dans sa salle de bain. Il n'y a jamais eu d'électrocution. Le tout premier témoin qui s'est manifesté auprès de sa sœur, Marie-Josée, et qui a utilisé le téléphone rouge pour téléphoner de son appartement, c'est une jeune fille qui n'a pas été entendue par la police et qui explique que Claude François s'est effondré. Donc il est tombé à l'arrière, en plein sur la tête, il ne s'est jamais électrocuté. Et ça, c'est la version 30 minutes avant la version officielle. Et de toute façon, nous savons qu'il ne s'est jamais électrocuté, puisque son attachée de presse, Marie-Thérèse, ce jour-là, a fait des choses tellement aberrantes que ça n'a rien à voir avec une électrocution. Quand elle téléphone à un des médecins de Claude François et qu'elle explique que Claude se plaint d'un problème à la gorge et de venir, et que le médecin refuse de venir. Il explique que Claude François a toujours des problèmes à la gorge et que c'est pas la peine qu'il se déplace, il a qu'à se reposer, se soigner, prendre son week-end tranquille, et il ne se déplacera pas. En plus, il était en consultation, et donc il a refusé de se déplacer.
Ensuite, Marie-Thérèse, qui est l'attachée de presse de Claude-François, descend en bas de l'immeuble et elle rencontre Guy. Guy, c'est quoi? C'est le chauffeur de Claude-François, c'est l'ami de Claude. Il aide un petit peu pour tout, y compris au recrutement de certaines Claudettes. On sait que la capitaine des Claudettes a été recrutée de cette manière. Qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Thérèse, à Guy? Elle dit que Claude-François se plaint depuis un petit moment qu'il a des problèmes à la gorge. Ça a l'air... Bon, elle pense que c'est pas très grave parce qu'elle connaît Claude, et elle explique qu'il en fait même un peu trop, selon elle, et d'aller chercher un médecin pour soigner sa voix. Vous imaginez quand même que à un médecin généraliste, elle explique qu'il a un problème à la gorge, à Guy, son chauffeur et son ami, elle dit d'aller chercher un médecin qu'ils vont attendre, le médecin ne se déplace pas, Guy revient bredouille expliquant que personne ne s'est déplacé, et voilà qu'il téléphone au SAMU de Paris, c'est-à-dire pratiquement 35 minutes après, expliquant une histoire à dormir debout que Claude-François s'est électrocuté dans une salle de bain. Non mais c'est énorme comme histoire. C'est énorme quand dans toutes les photos de podium, prises par Claude-François, les photos de 75, 76, 77 et 1978, il n'existe aucune applique dans une salle de bain, je dis bien aucune. Et c'est Claude-François qui a pris lui-même toutes les photos, il n'y a pas une seule applique au-dessus de son bain. Et la plupart des gens qui étaient autour de Claude-François, c'est-à-dire ses amis, ses intimes, ont demandé à Evelyne Bugui mais c'est quoi cette histoire d'applique Vline, enfin Vline en anglais Vline. Raconte-nous. Il n'y avait pas d'applique de salle de bain. On expliqué tant d'artistes qui avaient vu sa salle de bain même quelques jours avant sa mort. Evelyne Bugui a expliqué que Claude-François aurait mis une applique de salle de bain au mois de juillet 1977, mais le problème, au mois de juillet, il était en tournée en France et il n'était pas à Paris. Donc comment il a installé une applique à Paris avec un électricien alors qu'il n'était pas sur Paris en 1977 et surtout pas l'été, puisqu'il était en tournée. C'est tout, la mort de Claude-François, c'est tout un montage qui a été fait, y compris par sa sœur, qui a fait tout un montage, puisque sa sœur, le jour de la mort de Claude, il y a une interview qui est publiée dans le journal de sa mort, sa sœur, c'était marqué en gros, ignorait, écoutez bien, ignorait l'existence d'une applique au-dessus de son bain. Imaginez l'histoire, c'est sa propre sœur, elle ne sait pas qu'il y a une applique au-dessus du bain, elle a les clés de l'appartement, elle s'occupe de son appartement toutes les semaines, et elle vient régulièrement, et pour le petit frigo arabe où Claude François a des pâtisseries arabes, puisqu'il vient d'un pays oriental. Et voilà que, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant que Claude François, qui mange ses petites pâtisseries arabes et qui a besoin que son frigo soit plein, et puis elle précise que ce jour-là, elle est venue et que le frigo était vide, qu'elle trouvait ça étrange. Donc, dans le journal de la mort, c'était marqué en gros Marie-Josée François, c'est-à-dire Josette ignorait l'existence d'une applique au-dessus du bain. Elle ne savait pas. Mais je dis à Marie-Josée, si tu m'entends, je te rassure, Claude François non plus ne savait pas l'existence d'une applique au-dessus de son bain. Il ne savait pas parce que s'il y a un témoin qui ne le savait pas, c'est bien lui qui a fait les photos 1975, 76, 1977, 1978 et même en novembre, les dernières photos qui étaient réservées pour le journal Podium, dont certaines n'ont même pas été publiées. Il n'y a aucune applique au-dessus du bain, sur aucune photographie. Et quelle que soit l'année où Claude François a fait lui-même ses photos. Alors à partir du moment où cette applique, même au mois de juillet et même au mois de novembre, n'a pas été photographiée de l'année 1978, vous êtes là avec votre histoire d'applique. C'est énorme l'histoire de la mort de Claude François. Surtout que le tribunal explique quelque chose d'intéressant, qu'il pense que l'applique aurait un défaut et qu'elle ne devra jamais être remontée sur un mur, cette applique. Elle aurait quand même un petit défaut d'isolation. Donc le tribunal l'a reconnu. Mais voilà, écoutez bien l'histoire. Voilà que la famille François, c'est-à-dire je pense le mari de la sœur de Claude, demande à récupérer l'applique qui a tué Claude François. Ils disent que c'est une applique qui leur appartient et ils veulent récupérer cette applique. Alors que l'applique est dans un dossier, dans un carton, et un dossier est posé dessus, que cette applique doit rester dans un carton pour une enquête de police et devra rester
aussi longtemps qu'elle aura besoin de rester, puisque sur l'applique, il peut y avoir des traces ADN qu'on pourrait retrouver dans le futur, mais n'espérez pas retrouver des traces ADN que Claude a touché cette applique, puisque l'applique a disparu. Écoutez bien l'histoire qui est du n'importe quoi. La police décide de faire plaisir à la famille François, c'est-à-dire sa sœur. Ils se donnent rendez-vous à l'hôtel particulier de Côte-François. Ils débarquent avec cette applique. Ils boivent un petit apéro en dehors de leur service. Donc ils se font un petit pastis, bien marseillais. Et puis voilà qu'ils décident de monter sur le mur de l'hôtel particulier l'applique qui a tué Claude François. Alors que le tribunal avait expliqué dans son rapport que cette applique ne devrait jamais être montée sur un mur. Alors vous allez me dire, c'est louche, mais pourquoi ils ont monté cette applique et pourquoi la police a permis cela? Bien, c'est très simple. La réponse est très simple. Si cette applique a été montée sur un mur appartenant à Claude François à l'hôtel particulier, c'est parce que l'applique n'a jamais tué personne. Et que la police le savait parfaitement. Et que cette applique, en fait, a été empruntée. La vraie histoire, elle a été empruntée à l'hôtel particulier, elle a toujours été là, même la veille de la mort de Claude. Ils ont pris cette applique sur le mur de l'hôtel particulier, ils l'ont empruntée pour l'enquête, pour faire passer cette enquête, parce que Claude était mort d'une overdose de drogue médicamenteuse. Et d'ailleurs, Sylvie Mathurin a évacué des tas de médicaments avec tous ses petits amis, qu'ils ont mis dans les poches de tas de gens pour pas que la police trouve ces médicaments. C'est une véritable overdose de drogue. Claude est mort camé. Comme tous les artistes, ils meurent tous camés. Et ce qui s'est passé, mais lui, c'était des médicaments. C'était pas un vrai camé. Claude était un anxiolytique. Depuis 1961, il prenait des médicaments, il prenait de la merde, il prenait des antidépresseurs. Il a des mains qui tremblent en 1963 où il explique qu'il est très angoissé, très bon. Il a passé sa vie dans les angoisses, sa vie à prendre des médicaments, sa vie à risquer sa propre vie sans avoir conscience des choses. Parce qu'il n'avait même pas conscience que les médicaments, c'est pas des bonbons. Et Claude prescrivait des médicaments, du Vitascorbol, qui n'était pas le Vitascorbol d'aujourd'hui, à ses musiciens, à ses Claudettes. Il donnait des médicaments à tout le monde et il avait formé une pharmacie dans Paris. Sans ordonnance médicale, il donnait des médicaments au show business. Donc tu venais à sa porte, tu disais j'ai besoin d'un médicament, mon médecin ne veut pas me le prescrire. Claude sortait le médicament magique. Il avait tous les médicaments sans prescription médicale. Il était devenu le docteur Claude François du 16e arrondissement. Il fournissait des médicaments à tout le monde, et des médicaments dangereux, qui avaient besoin d'une ordonnance, et lui, il les fournissait sans ordonnance. Donc le jour de sa mort, qu'est-ce qui se passe? Claude ne veut pas aller à cette émission des rendez-vous du dimanche. Il avait dit à Michel Drucker qu'il annulait cette émission et de ne pas le déranger un week-end. Peut-être il réfléchirait, peut-être éventuellement il la ferait, mais il ne voulait pas la faire, c'était une émission de trop, et c'est ce qu'il va dire à Michel Drucker, je ne veux pas la faire parce que c'est l'émission de trop, c'est pas, je suis déjà passé à Noël, je passe souvent dans tes émissions, alors c'est bon, on annule, trouve quelqu'un d'autre, trouve John Hallyday, trouve quelqu'un d'autre, je ne ferai pas cette émission. Et puis Michel Drucker lui téléphone, lui et surtout son assistance autour, et arrive à joindre difficilement Claude François un samedi qui se repose, et finalement lui demande de venir. Claude François refuse. Le 11 mars 1978, il refuse catégoriquement de venir à cette émission. Il explique que puisqu'il y a Sylvie Vartan à l'émission, de demander à John Hallyday, qui est l'amoureux de Sylvie Vartan, de se déplacer et de faire l'émission, de trouver quelqu'un d'autre parce qu'il ne fera pas l'émission. Il a dit que ça le dérange, c'est un week-end, il voulait être tranquille ce week-end. Alors il demande que John Hallyday le remplace. Mais Michel Drucker lui explique que John Hallyday n'est pas libre, que s'il était libre, il pourrait remplacer donc Claude François pour ce 11 mars 1978, mais il explique que John Hallyday n'est pas libre, il l'aurait même contacté secrètement pour le faire venir à l'émission, et ce dernier a refusé de venir, expliquant qu'il n'est pas libre. Vous allez me dire, alors là, oui, on n'est pas tout à fait informé de sa mort. Non, vous n'êtes pas informé de sa mort, parce que la mort de Claude François était très secrète, et le docteur Elbaz qui arrive sur place, à l'appartement, va dire la vérité aux journalistes. Il dit que c'est une overdose de drogue. Il dit d'une façon dissimulée, mais il le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « J'arrivais toujours à temps à l'appartement pour sauver Claude François. J'étais toujours là.
Mais ce jour-là, je suis arrivé un peu trop tard, il est mort. Bon, vous vous doutez que Claude François s'électrocutait pas tous les jours dans son bain. Est-ce que vous savez que le docteur Elbaz est intervenu 7 fois à l'appartement de Claude François pour 7 overdoses de drogue médicamenteuse? Claude François, entre 1975 et 1978, a fait 7 overdoses de drogue médicamenteuse dont le docteur Elbaz est venu à chaque fois lui sauver la vie. Il aurait dû mourir depuis l'année 1975. Il prenait des médicaments qui étaient des boostants pour la scène et il avait des médicaments antidouleurs. Il souffrait d'un ulcère à l'estomac qu'il n'avait pas guéri depuis 1961. D'ailleurs, il va avoir un malaise au volant. Devant Vline Buggy, qui est sa compositrice, il conduit, il l'amène à un spectacle, il est pris d'un terrifiant malaise, il s'évanouit au volant, sa tête tombe sur le volant. Vline Buggy, qui est conductrice, arrive à ramener la voiture sur une zone de parking, une zone, vous savez, un peu calme. Claude François reprend difficilement connaissance, parce qu'il avait vraiment perdu connaissance, et Vline Buggy lui dit « Écoute Claude, tu dois consulter un médecin, ça va pas ». Et lui explique à Vline Buggy qu'il a quelquefois des malaises, et qu'il souffre d'un terrifiant ulcère à l'estomac qui lui donne d'affreuses douleurs, et quand la douleur est trop forte, il s'évanouit. Voilà ce qu'il explique à Vline Buggy. Vline Buggy lui dit qu'il doit se soigner, c'est important, mais Claude se soigne, mais si vous voulez, pas très très bien. Il utilise des antidouleurs. Il ne veut pas se faire opérer, il ne peut pas vraiment, parce que c'est un ulcère à l'estomac, il en souffre depuis 15 années, ça fait 15 ans qu'il est malade depuis 1961, et il ne s'est jamais fait opérer, parce que c'était un ulcère à type de risque de cancer, et qu'une opération pouvait le mener à la mort. Donc c'était pas la peine. Et donc il va prendre des antidouleurs pendant 15 ans et il se drogue petit à petit d'antidouleurs jusqu'au 11 mars 1978 où devant une parfaite inconnue, qui est le vrai témoin de sa mort, et qui va téléphoner à sa sœur pour dire la vérité sur sa mort. Elle explique que Claude François est avec elle dans la salle de bain, un témoin que la police n'a jamais entendu, que Claude s'est plaint d'une douleur et soudain a glissé suite à une douleur trop violente, il a perdu connaissance, il a glissé comme au volant où il était avec Vline Buggy, sa tête a violemment frappé à l'arrière de la salle de bain, d'ailleurs il a eu un hématome au bras, il a frappé violemment aussi le rebord de la salle de bain et la police a constaté un énorme hématome, et il a eu du mal à reprendre connaissance suite à ce nouveau malaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Claude François, alors qu'il ne veut pas faire cette émission avec Michel Drucker, va décider de la faire. Donc il va proposer à la capitaine des Claudettes de faire répéter les Claudettes. Il arrive, il a changé la vie, il arrive. Il va prendre un Vitascorbol, qui est un médicament qui n'est pas très dangereux à l'époque, mais qu'il conseille à ses Claudettes et à ses musiciens. Il en donne à tout le monde des médicaments Claude. Il est connu pour ça. Tous les artistes pourront vous le dire, qu'il donnait des médicaments à tout le monde. Il avait même déjà des médicaments qui faisaient venir d'Hollande et dans d'autres pays, parce qu'ils étaient interdits en France, ces médicaments. Et donc, ce qui se passe, c'est que le Vitascorbol est un effet boostant cardiaque. Et avec les antidouleurs mélangés, puisqu'il a fait simplement un mélange d'antidouleurs et de Vitascorbol, c'est tout, c'est juste un tout petit mélange. Ce petit mélange va produire un nouveau malaise, il tombe, il s'effronde, on veut dire pratiquement d'une crise cardiaque, pratiquement puisque le cœur s'est arrêté. Et quand le pompier arrive, il n'y a aucun symptôme d'électrocution. Parce que quand vous vous électrocutez, je le dis parce que les gens ignorent les électrocutions, on voit que vous n'êtes pas docteur, vous n'avez jamais été dans un hôpital et vous n'avez jamais vu une seule électrocution de votre vie. Quand une personne s'électrocute, pour 100% des personnes, 100%, c'est même pas 99%. Le cœur va battre pendant 3 heures à 4 heures à plus de 150 et 180 pulsations cardiaques. Quand le pompier arrive, le cœur ne bat pas vite, il a un pouls très faible. Le pouls très faible, c'est la drogue. La drogue ralentit le rythme cardiaque d'une façon très faible, jusqu'à arrêter le cœur. Si Claude François s'est électrocuté, il aurait eu des symptômes très clairs d'électrocution, son cœur serait parti à cause du choc électrique. Le cœur, qui est fait à base d'électricité et relié au cerveau, se dérègle
pendant une électrocution, automatiquement il se dérègle, c'est scientifique, on ne peut pas faire autrement. Et le cœur se répartit pendant 3 à 4 heures, il n'y a pas moyen de faire autrement. Et il aurait eu besoin d'une assistance respiratoire. Il n'aurait jamais eu le cœur faible. Impossible. Et puis on vous a caché plein de choses. Qu'en réalité, Claude François a fait un premier arrêt cardiaque qui vous a jamais été signalé. Kathleen l'a dit une seule fois dans une interview qu'elle faisait un massage cardiaque à Claude François parce que le cœur était complètement arrêté. Et quand le pompier est arrivé, je transpire, mais rien de grave, le pompier va noter qu'il a un second arrêt cardiaque. Il a eu 2 arrêts cardiaques. C'est pour ça qu'il y est resté complètement. Et les témoins, que ce soit Marie-Thérèse ou Kathleen, ont été malhonnêtes. Parce que s'ils avaient dit la vérité, si Marie-Thérèse avait dit la vérité, qu'en réalité, elle avait contacté un médecin pour un problème de voix, qu'elle avait parlé à Guy pour un problème de voix, si elle avait dit la vérité, bon, Claude a pris un petit boostant, il prend des médicaments. Si elle avait dit la vérité, le pompier pouvait sauver Claude François. Il injectait dans le cœur une piqûre, il arrêtait les effets de la drogue et il le sauvait. Mais comme Claude François est mort drogué, ce qui s'est passé pour lui, c'est que le cœur s'arrête, il s'arrête, et si vous ne faites pas une injection dans le cœur pour stopper l'effet de la drogue, 1 minute ou 1 minute 30 après, le cœur s'arrête une seconde fois de façon définitive. Et le pompier ne peut plus le ramener quoi qu'il arrive. Et c'est pour toutes les overdoses de drogue le même problème. Le cœur redémarre 1 minute 30 et s'arrête définitivement. Ça veut dire qu'il pouvait sauver Claude François. Marie-Thérèse pouvait le sauver. Il suffisait de dire la vérité. Que Claude prenait beaucoup de médicaments et qu'il avait fait une overdose de drogue médicamenteuse. Il n'y avait pas besoin de mentir, il n'y avait pas besoin de raconter une appli qui n'existe même pas sur aucune photo. Ou même sa sœur ignorait l'existence. Il n'y avait pas besoin de raconter des mensonges aux gens. Mais que ce soit Joël qui est mort camé et tous les autres, il y a, si vous voulez, Mike Brandt, c'est pareil, il est mort d'une overdose de drogue, il s'est balancé par la fenêtre en n'étant même plus conscient du vide. Joe Dassin est mort d'une overdose de drogue, son cœur a lâché direct alors qu'il parlait à Carlos. Si vous voulez, ils meurent tous d'overdose de drogue, et le problème, c'est ou des overdoses de drogue réelles, ou simplement médicamenteux. Claude, lui, bon, il a des excuses. Il prenait des antidouleurs, il souffrait énormément. Et Claude François souffre énormément, d'ailleurs il le dit à Vin Buggy, il souffrait d'une façon atroce. Il a des excuses. C'est pas, si vous voulez, un camé au sens de prendre des médicaments et de mourir d'une overdose. C'est pas ça, Claude François. Claude François avait de violentes souffrances physiques et il n'avait pas d'autre moyen que de prendre des antidouleurs. D'ailleurs, il l'a dit autour de lui qu'il n'avait pas le choix. Et le jour de la mort de Claude, Sylvie Mathurin, mais aussi tout l'entourage de Claude François, que ce soit sa sœur et tous les amis de Claude François, vont mettre dans leur poche plein de médicaments interdits et vont évacuer dans les poches des blousons à l'intérieur, à l'extérieur, des centaines de boîtes de médicaments pour pas que la police les trouve. Et alors que la police est dans l'appartement, ils continuent devant les agents de police discrètement à évacuer des médicaments. Claude François est mort d'une overdose de drogue médicamenteuse. Enfin, quand je dis qu'il est mort, en toute logique. En toute logique, il devrait être mort. Mais encore, on dit qu'il est mort, Claude François. Encore, il y aura toujours un doute sur sa mort au sens réel. En 1982 ou 1983, un journal va publier une chose très intéressante sur la mort de Claude. Il explique que des ravisseurs sont venus kidnapper le corps de Claude François. Comme Charlie Chaplin, son corps a été kidnappé au cimetière. J'ai dire c'est une blague. Non, c'est pas une blague, ça a été annoncé. Les ravisseurs vont demander des indemnités financières pour redonner le corps de Claude François. Ils auraient redonné son corps. Enfin, on a du mal à croire que le corps a été restitué. Alors, à cette minute, où il y a le corps de Claude François dans son cercueil, et les ravisseurs ont redonné le vrai corps, bien qu'ils pourraient avoir donné quelqu'un d'autre. Ou bien le cercueil est vide, et si on interrogeait sa sœur, qu'est-ce qu'elle dirait? Oui, le cercueil de Claude François est vide, c'est vrai qu'il n'y a personne dans la boîte. Mais il y a une explication, vous n'avez pas lu la presse en 1983 que le corps de Claude a été kidnappé? En fait, ils nous ont jamais redonné le corps. On n'a pas osé vous le dire, il n'y a personne dans la tombe. Ah mais ça vous devez vous y attendre. Hein.
Vous devez vous y attendre que vous ayez une entourloupette jusqu'à un tel niveau. Sa mort a tellement été bidon à Claude-François comme à tous les autres. Tout est tellement bidon dans ce métier où on vous ment toute la journée. Toute la journée, vous êtes rempli d'informations qui sont fausses sur les artistes. La plupart, on vous explique qu'ils sont hétérosexuels, mais ils sont gays. Et j'ai rien contre les gays. Moi, j'adore Thierry Leluron, je suis pas gay, mais j'aime bien ce garçon. J'aime bien la communauté gay, mais je ne suis pas gay. Mais j'aime bien ces gens-là. Donc, on vous raconte des tas de conneries sur ces gens-là. Ils font la une des magazines avec des tas d'articles qui sont comme ci, qui sont comme ça. Ils sont déjà tout le contraire de ce qu'on vous dit. Et puis, quand on vous dit qu'ils sont morts sainement, ils sont morts de drogue. Pour presque tous. C'est tous des camés. Ils le sont tous d'une manière ou d'une autre. Ils tombent tous dans des médicaments ou dans de la drogue. Ils tiennent pas. Ils tiennent pas la pression sur scène, ils tiennent pas la pression médiatique, ils tiennent pas la pression psychologique de la presse, les critiques, les remarques, les mecs ils tiennent pas. Et ils passent leur temps à se calmer parce qu'ils tiennent pas. Ils se droguent tous. Parce que c'est vrai que les critiques des journalistes sont affreux. Les critiques qui sont faites sur les artistes sont complètement affreux. Même Sophie Marceau, la presse a révélé il y a pas longtemps qu'elle se drogue elle-même. Peut-être qu'elle a mis un frein à la drogue. Donc on ne nous révèle pas toute l'histoire, mais elle a dit dans une interview qu'elle a failli crever. Peut-être c'est une overdose de drogue, on ne saura jamais. Encore que Sophie, c'est peut-être des médicaments. Bon, pour elle, je ne m'avance pas, je ne sais pas. Mais bon, il a été dit dans la presse qu'elle a traversé une période de drogue. Ils se calment tous, mais ce sont des gens très gentils dans la vie. Ce pas des gens où on a le droit de dire que parce qu'ils se droguent, ils ne sont pas normaux, ils sont tout à fait normaux. Simplement, ils vivent dans leur monde, ils veulent rester à planer dans leur monde, et pour planer dans leur monde et ne pas en sortir, ils touchent à toutes sortes de drogues, pour rester figés dans une sorte de monde artificiel et virtuel qui n'est pas leur vrai monde, et dont ils auraient pu faire mille choses autres. Et Claude François pourrait être tout à fait vivant. Si le pompier qui est intervenu, écoutez l'histoire, le pompier avait 17 ans. C'était un réserviste de Paris de 17 ans qui vient seul avec son brancard. Moi, je pourrais dire aux pompiers, parce qu'en fait, il n'existe pas une seule attestation que ce pompier existe. Le pompier, c'est plutôt la Ligue des improvisateurs, des comédiens du spectacle parisien. Ah oui, c'est un comédien, c'est pas possible autrement. Il n'existe pas une preuve qu'il a été pompier. Il n'a pas d'assermentation particulière sur son épaule qui est obligatoire en 1978. Et il nous raconte un récit sur la mort de Claude François qui ne peut pas être le récit d'un vrai pompier. Un vrai pompier ne pourrait pas dire tout ce qu'il nous raconte. Un vrai pompier est assermenté à des règles précises liées aux pompiers de Paris. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est anormal dans la mort de Claude? Eh bien que le SAMU de Paris, sur 2 millions d'habitants, ne trouve pas un vrai pompier, qui serait majeur, envoie un pompier de 17 ans seul avec son brancard, sans même être aidé par une autre personne. Ce qui ne va pas, c'est que le pompier déclare qu'au bout de 20 minutes, il a arrêté le massage cardiaque, alors que la loi en 1978, pour tous les pompiers, même un petit pompier qui ne connaît pas la loi, est un massage de 30 minutes obligatoire. Et le pompier nous explique qu'il a rédigé un certificat de décès, c'est impossible. Il ne peut pas avoir rédigé ce certificat de décès. Il est forcément un comédien, il n'est pas un vrai pompier. Et je dis à Michel Drucker, arrêtez d'engager des comédiens, arrêtez de prendre les Français pour des cons. Un vrai pompier est soumis à des règles professionnelles, et un pompier de 17 ans ne peut pas effectuer un certificat médical sans la présence d'un médecin légiste sur place. C'est le médecin légiste qui déclare mort Claude François et qui donne l'ordre aux pompiers de rédiger le certificat de décès. Et il ne peut pas arrêter le massage cardiaque à 20 minutes sans l'assermentation professionnelle qui l'autorise à le faire. Vous allez me dire, mais il est pompier, il peut tout faire. Et non. Il y a des lois en France, il ne peut pas. Il doit attendre, il doit pomper le cœur 30 minutes, c'est la loi. Alors je vous dirais que ce pompier, c'est la grande ligue de l'improvisation française. C'est un mec qui vient du théâtre. Sans doute, on n'est pas très loin de Gérard Jugnot, on n'est pas très loin du Père Noël est une ordure, parce que ce mec ne peut pas être un pompier. C'est impossible, il y a des règles au SAMU de Paris.
Et vous pensez bien que sur 2 millions d'habitants, ils auraient trouvé une vraie ambulance, ils auraient trouvé 3, 4 pompiers. C'est impossible d'envoyer un réserviste de 17 ans qui raconte toute son histoire. Mais il raconte une histoire à dormir debout sur la mort de Claude François. Il n'y a rien qui est vrai de ce qu'il dit. On ne peut pas à 17 ans faire un massage de 20 minutes et l'arrêter sans un médecin légiste qui le déclare mort. Il doit pomper 30 minutes, c'est la loi. Il ne peut pas faire lui-même le certificat de décès. Le certificat est validé que par un médecin légiste. Il ne peut pas. Il a besoin d'une assermentation s'il veut arrêter le massage à 20 minutes. Tout est faux sur la mort de Claude François, que ce soit l'électrocution, il n'y a pas d'applique, que ce soit les flics qui ont remonté l'applique sur un mur, vous imaginez. Une applique qui a tué Claude François, elle est remontée sur un mur. N'importe qui pourrait s'électrocuter avec cette applique, et les gens jouent avec les boutons, tiens, on l'allume, on l'éteint. Tout est faux à 100% sur la mort de Claude François. Il n'y a rien qui est vrai, il n'y a pas une seule ligne qui est vraie dans toute sa mort. Il n'y a pas une seule ligne qui est vraie, même le témoignage de Kathleen est 100% faux, et on peut le prouver par la sœur de Claude François. Et je termine là-dessus. Sa sœur est le plus grand témoin de la mort de son frère. On a le temps chronologique exact. Elle explique qu'elle venait d'avoir Claude François au téléphone et qu'il venait de s'absenter pas très très longtemps, il venait de partir, quand soudain un coup de téléphone lui annonce qu'il est mort. Alors je vais vous dire, puisqu'elle est témoin de cela, on peut donc, d'une façon certaine, dire que Kathleen a menti à la police. Elle explique avoir eu une assez longue conversation de mariage dans une salle de bain. Ça risque pas d'être vrai. Ça risque pas d'être vrai parce que sa sœur nous explique que Claude venait de quitter le téléphone et qu'il ne peut pas avoir une longue conversation avec elle. Surtout que quand on réunit les deux témoins et la presse française, Claude François est mort 5 minutes avant de s'électrocuter dans sa salle de bain. C'est dans le journal de sa mort. 5 minutes avant, il était à prendre un bain de soleil. 5 minutes après, il est mort. Mais dans les 5 minutes, il a téléphoné 3 minutes à sa sœur. Il lui reste 2 minutes pour faire couler un bain. Il lui reste 2 minutes pour évacuer tout l'eau du bain, puisque c'est le témoignage de Kathleen qu'il a évacué l'intégralité de l'eau du bain. Il faut déjà 7 minutes pour le faire. Eh oui, il a besoin de 7 minutes pour évacuer l'eau de son bain. Et elle explique que quand l'eau était évacuée, elle lui a donné une serviette qu'il a touché l'applique. Tout ça est faux. Il y a un temps chronologique. En 5 minutes, il ne peut pas avoir téléphoné à sa sœur, évacuer l'eau du bain qui prend déjà 7 minutes, avoir une longue conversation de mariage. Tout est faux sur la mort de Claude François. Il n'y a pas une ligne de vrai. Et on peut, avec un groupe d'enquête, immédiatement le prouver devant n'importe quelle police, devant n'importe quel professionnel. Il n'y a rien qui est vrai dans sa mort. Alors vous allez me dire, il est où, Claude? Il est là où il doit être en 2025. Sans doute devant une caméra, comme il aimait le faire, et sans doute qu'en 2025, il aimait aussi beaucoup parler, Claude François. Je vous laisse, je vous aime tous très fort, à très bientôt sur YouTube. C'était Marc Harriman. À bientôt mes anges.